Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, il est 22h à Conakry et c'est l'heure de notre grande édition d'information. Tout de suite, les titres. L'humanité a célébré ce vendredi 16 juin la journée internationale de l'enfant africain. La Guinée n'est pas restée à marge de l'événement. La lutte contre le mariage des enfants est le thème retenu par les autorités de l'action sociale. Crise à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les commissaires réclament désormais la mise en place d'un nouveau bureau. Il est reproché à Bakary Fofana sa mauvaise gestion des fonds de l'institution. Double manifestation de rue ce matin à Kaloum. D'un côté, les travailleurs de la Sotragui qui réclament 4 mois de salaire impayés et de l'autre, les fonctionnaires non immatriculés qui réclament leur intégration à la fonction publique. Les détails, c'est dans ce journal entièrement consacré à l'actualité nationale. Je vous le disais à l'instant, la Guinée, à l'image des autres pays du continent, a célébré ce vendredi la journée internationale de l'enfant africain au Palais du Peuple. Le thème retenu cette année est la lutte contre le mariage des enfants, une opportunité pour les enfants de réclamer leurs droits. Reportage Malik Sangiana Kamara, Abdoulaye Kamara. Les drapeaux des différents pays africains flottent dans les mains. Sous les acclamations des enfants, la troupe panafricaine, les messagers des messages, tient la salle en haleine. Des prestations artistiques pour rappeler l'origine de cette journée du 16 juin. Elle a été instituée en 1976 suite au massacre des enfants de Soweto par le régime d'apartheid en Afrique du Sud, alors qu'ils réclamaient l'amélioration de leurs conditions de vie, aussi les méfaits du mariage des enfants. La problématique du mariage des enfants en Guinée est de nos jours à un taux considérable. Avec 25,9% des femmes mariées avant l'âge de 15 ans et 57,8% mariées avant l'âge de 18 ans. Dans notre pays, 49,9% des adolescentes de mon âge, entre 15 et 19 ans, ont déjà eu une grossesse. L'accompagnement des partenaires au développement est indéfectible pour cette lutte. Une volonté saluée par les enfants. Monsieur le représentant de l'UNICEF, nous les enfants de Guinée estimons que le mariage des enfants constitue un véritable frein à notre épanouissement et à notre développement. Le département en charge de la protection de l'enfant s'est dit déterminé à jamais pour faire respecter les droits des jeunes filles. Elles sont le plus souvent données en mariage sans savoir l'âge. Le chemin est certes long pour l'éradication de ces fléaux, mais pas impossible pour gagner le pari. Soucieux de bâtir le développement autour d'une communauté saine et épanouie, a entrepris un certain nombre d'actions en direction de l'enfance, notamment la révision de la politique nationale de l'enfance avec un plan de mise en œuvre qui s'étend sur 10 ans. La ministre Sanaba Kaba n'a pas manqué de faire appel aux leaders religieux, aux administrateurs, aux parents, aux familles et aux communautés à prendre toutes les mesures idoines pour éviter que la scolarisation et la santé des enfants, notamment les jeunes filles, ne soient hypothéquées par le fait du mariage. Conakry, capitale mondiale du livre, et la fondation SMB ont participé aussi à la célébration de la journée internationale de l'enfant africain. Les deux structures ont mis l'occasion à profit pour inaugurer des œuvres en aluminium, l'une à l'effigie du livre, l'autre de Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain. Mamadou Kalisso, Aliouba. Cette première œuvre est à l'effigie de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid. L'autre symbolise un livre. Elles sont conçues à base d'aluminium et chacune d'entre elles pèse environ 4 tonnes. C'est un don de la fondation SMB, une manière d'accompagner les enfants tout en faisant la promotion de la lecture. Mamaïsata Kamara, une élève de l'école primaire de Kipé, a fait quelques déclamations pour le public. Lire, c'est la clé de l'univers. Lire, encore lire et toujours lire. Je vous remercie. Mettre fin au mariage précoce des enfants, c'est l'un des slogans entonnés au cours de cette fête.
La ministre de l'Action sociale et de l'Enfance a plaidé en faveur des tout-petits. Faire de l'enfant le devenir de notre nation, c'est de s'investir à promouvoir le droit des enfants. Le droit des enfants tels que la lutte contre le mariage précoce, la lutte contre les mutilations génitales féminines et surtout la déscolarisation de la petite fille. Nous les femmes, nous aspirons à avoir la parité au niveau de toutes les instances de décision. Cela n'est possible que si on partage les mêmes chances aux enfants dans les familles, dans les écoles, dans les communautés et dans la nation. Je sais que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité avec l'accompagnement de tous les partenaires. Des dizaines d'enfants des pays membres de l'Union africaine ont pris part à cette cérémonie. Le commissariat de Conakry, capitale mondiale du livre, a mis l'occasion à profit pour annoncer son intention, faire de Conakry la capitale africaine du livre. Après de nombreuses critiques, le président de la République tente-t-il de parfaire ses relations avec la presse nationale? Il a de nouveau invité les journalistes des médias nationaux à une rupture de genre. Hier jeudi au palais Sékou Touré, l'ambiance avait l'air festive avec Alpha Condé qui détendait l'atmosphère à sa façon. Suivait ce récit de Mariam Nabé et Abou Koria Kourma. Ce jeudi, sur invitation de la présidence de la République, quelques journalistes des médias nationaux et des correspondants de médias étrangers ont rempli le Jean au palais Sékou Touré. Je pense que de telles rencontres aident quand même à décrisper l'environnement. Il faudrait que de part et d'autre, chacun connaisse l'importance de l'autre et que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que chacun, en toute responsabilité et en toute impartialité, en toute indépendance, essaye de travailler dans le strict cadre de l'exercice de cette liberté d'expression-là, mais aussi de permettre à la population de s'exprimer. Je pense que de telles rencontres ne sont que salutaires. L'objectif de cette rencontre est de rapprocher le chef de l'État des médias. Ces derniers qui ne manquent pas d'occasion pour inviter le chef de l'État à se prêter aux interviews et aux émissions. Vous l'avez entendu vous-même, il a dit avoir pris bonne note de ces différentes constatations et s'est engagé dans l'esprit de la rencontre d'aujourd'hui, de rencontrer plus souvent les journalistes dans un cadre ouvert d'échange en dehors des polémiques suscitées par les prises de position des uns et des autres. Les journalistes saluent cette initiative, mais certains s'attendaient à beaucoup plus du président qu'à un simple partage de repas. Je m'en réjouis, mais je m'attendais à beaucoup plus de choses de la part du président de la République, peut-être un engagement venant de lui dans le cadre de la mise en place de la convention collective des journalistes. Nous nous battons pour ça. Le chef de l'État souhaite de plus belle un accompagnement de la presse guinéenne. Quelques-uns s'interrogent. Ça dépendra de la manière dont on veut l'accompagner. Parce que de toute façon, nous ne sommes pas des opposants. On est là pour servir la nation. Donc on a une mission, si on peut appeler ça commune. Donc si on peut éventuellement faire bouger les lignes dans ce sens-là, je pense que c'est important d'être là, accompagner les actions du président, tout en critiquant, parce que c'est le rôle premier d'une presse sérieuse en tout cas. Les difficultés d'accès aux sources d'information et celles liées à des personnalités de l'État ont été exposées par les journalistes au PRG. Alpha Condé, qui a d'ailleurs réitéré son engagement à organiser une journée nationale de la presse. Inauguration hier du pont Kaka dans la préfecture de Koya, fruit de la coopération guinéo-japonaise. À cette occasion, le chef de l'État a annoncé la tenue bientôt des États généraux de la circulation. Il a aussi interpellé les usagers sur la nécessité d'entretenir l'infrastructure. Ce pont en béton d'une longueur de 130 mètres vient améliorer la fluidité de la circulation. Le coût global de sa réalisation est estimé à environ 10 millions de dollars. Compte rendu Kadia Diallo et Yacouba Traoré. Ce pont en béton vient remplacer une infrastructure vétuste construite sous la Première République. Il est bâti sur une longueur de 130 mètres linéaires, tous supportés par 5 travées faisant 25 mètres. La chaussée fait 2 fois 4 mètres. Les trottoirs, eux, soutenus par une dimension de 1,50 m de part et d'autre, suivis d'une largeur du pont qui fait 12 mètres. Construire des infrastructures est une priorité pour l'État guinéen, mais sa durée de vie dépendra de son bon usage. Le président de la République, comblement satisfait de cette donation, n'a pas manqué de mots pour dénoncer le comportement indélicat de certains usagers. Ce point est très important
à cause des accidents qui avaient lieu ici. Mais les accidents sont dus parce que nous sommes très indisciplinés. Nous ne respectons pas le code de la route. Nous ne respectons pas le nombre de passagers. Lorsqu'un car doit prendre 20 personnes, on met 50 personnes. Alors, il ne suffit pas seulement de faire des ponts. Il faut qu'on discipline les conducteurs. Il faut qu'on discipline les populations. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des états généraux de la circulation. Cette séance inaugurale a permis aux partenaires d'apprécier l'œuvre. Ils projettent les idées sur l'impact qu'aura ce pont, tenant compte du flux qu'il génère. Sur le plan financier, il s'agit du don du peuple du Japon en faveur du peuple de la République de Guinée, dont le montant total s'élève à 1,606 milliard de yens, soit 131 milliards de francs guinéens. Je suis convaincu que le nouveau pont de Kaka contribuera largement à la fluidité de circulation sur ce grand axe de communication si essentiel pour la Guinée et qui le rendra plus facile à la circulation des personnes et des marchandises. Après cette inauguration, une série de projets est annoncée par le département des travaux publics, notamment la réalisation des voiries de plus de 200 km dans la capitale Conakry. Après 5 jours de travaux intenses, l'atelier de formation d'une stratégie et d'un plan d'action à l'échelle nationale pour améliorer la conformité avec l'accord FAO a pris fin ce vendredi. Les représentants de la FAO et le ministère des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime ont procédé à la clôture avec pour espoir que les conclusions soient mises à profit pour mieux lutter contre la pêche illicite qui coûte près de 200 millions de dollars à la sous-région. Reportage Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Selon des études, un poisson sur 5 dans le monde est pêché de façon illégale et glisse doucement dans nos marchés. Les zones à contrôler sont vastes, la communication est défaillante, ce qui rend la lutte difficile même dans les pays en voie de développement. Mais dans cette salle, depuis 5 jours, des experts de la FAO, des représentants du ministère des Pêches, du Commerce, de la Sécurité maritime, concentrent leurs efforts pour trouver des voies et moyens pouvant contrecarrer les pêcheurs clandestins à travers l'accord de la FAO de 2009 relatif aux mesures du ressort de l'État du port, dont la Guinée est signataire. Vous avez défini des éléments permettant la formulation d'une stratégie nationale et d'une feuille de route. Cette stratégie facilitera la révision et l'ajustement de nos politiques, législations et systèmes de suivi, contrôle et surveillance en vue de satisfaire progressivement nos exigences établies par le PSMA. Cette assistance de la FAO vise à traquer les bateaux qui pêchent illégalement à travers une révision des politiques et systèmes de suivi, contrôle et surveillance existants. La lutte doit s'opérer au niveau des États côtiers, une politique pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population. L'atteinte de ces objectifs permettra à la République de Guinée de jouer le rôle de porte-flambeau dans la sous-région en matière de lutte contre la pêche humaine et par le même biais garantir la préservation des ressources halieutiques et la sécurité alimentaire de nos populations. Dans les océans du globe, la lutte contre la pêche illicite reste un défi et touche l'Afrique de l'Ouest, chiffré à 200 millions de dollars chaque année. La plupart des poissons pêchés de façon illégale passent par les ports. Pour limiter l'accès de ces produits, des mesures sont envisagées au niveau des ports de débarquement. Ces mesures, ce sont les mesures d'inspection de tous les navires étrangers qui débarquent dans un port, n'importe quel port, lorsque le navire ne bat pas pavillon de l'état du port, il faut qu'à son arrivée, il soit inspecté par les inspecteurs assermentés de ce port ou de ce pays et que les informations soient communiquées au pays du pavillon pour vérifier de l'origine licite des produits. Les représentants de la FAO ne comptent pas s'arrêter là. Ils s'engagent à aider la Guinée à avoir une stratégie plus efficace pour contrecarrer la pêche illicite.
L'économie guinéenne est en train de gagner progressivement toute sa force pour continuer à développer la courbe. L'administration des douanes guinéennes a organisé ce jeudi une rencontre avec les sociétés minières et industrielles du pays. Objectif, discuter de la nouvelle procédure de dédouanement des marchandises. Reportage Mamadou Saliouba, Salifouli Fossissé, rendu par Mafoudia Bangoura. Avec un sous-sol qui possède les plus grandes réserves de bauxite au monde, les rencontres entre douanes, sociétés minières et industrielles sont une priorité en Guinée. Dans cette salle, 22 entreprises sont représentées. Tous les problèmes sont mis sur table pour le développement du secteur minier. Les industriels, le gouvernement, les sociétés, chacun a des initiatives, mais aussi des recommandations. Il faut promouvoir les activités de transformation et encourager une utilisation plus intensive des ressources dans le secteur industriel à moyen et long terme. Le gouvernement promet de s'investir pour améliorer la desserte en électricité et les infrastructures routières. D'autres préoccupations des miniers et industriels. Autant le gouvernement souhaite améliorer ses services, autant il souhaite pouvoir compter sur les miniers et industriels sur quelques points, dont le plus important reste le contenu local. Il faut qu'en interne, que les miniers puissent aussi promouvoir l'entrepreneuriat local, puissent octroyer des marchés, puissent travailler en interaction avec les opérateurs économiques locaux. C'est absolument important. Car la paix autour des mines en dépend. L'économie guinéenne est en train de gagner progressivement avec une croissance économique et prévisionnelle de 6,7%. Pour garder ce cap et continuer la progression, l'administration des douanes guinéennes est engagée dans des réformes économiques et financières, mais très peu d'entreprises en sont informées. Nous avons constaté que même la période de transition qui avait été accordée pour la mise en place de la nouvelle procédure, par des écrits qui ont été faits par la douane, n'était pas parvenue aux opérateurs économiques. Donc ils nous ont dit aujourd'hui qu'ils étaient surpris de voir la nouvelle procédure, alors que depuis février, on avait prévenu que la procédure allait changer à partir du 1er mai. Une autre rencontre est prévue prochainement. Le ministre des Budgets promet d'examiner à fond les cahiers de charges qui lui seront soumis pour validation. Une manière d'évaluer les efforts fournis par les miniers et industriels dans l'emploi des jeunes. Autre chose dans cette édition, crise à la Commission électorale nationale indépendante. Les commissaires appellent à l'élection d'un nouveau président. Faut-il parler d'un début ou d'une fin de crise? Des commissaires sortent de l'ombre et expriment leur volonté de briguer la présidence de la CENI. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahim Sori, 5 Souma, ont interrogé le directeur des opérations pour en savoir davantage. Suivez. Le président de la CENI et 18 autres commissaires ne filent plus le même coton à cause d'une mauvaise gouvernance, explique le directeur des opérations. L'article 17 est évoqué et à partir de lundi, l'institution pourrait changer de président. Des candidatures sont déjà enregistrées. Oui, les candidats qui représentent la société civile, il y a lui-même Bakary Fofana, il y a Kader Aziz Kamara et Maître Kébé, Salifou Kébé. Comment en est-on arrivé là? Une mauvaise gouvernance, une gestion opaque, soutient Étienne Soropogui. Quand une crise de confiance s'installe dans une institution, les hommes qui la composent cherchent une solution, fait-il remarquer. Sauf que la solution proposée ne convient pas à Bakary Fofana. 18 commissaires se sont prononcés favorablement sur la mise en place de cet important organe de transparence. Et malheureusement, le président de la CENI s'y est opposé. Une institution n'est pas un ministère, encore moins une entreprise où le patron décide le sort des autres. Cette mesure s'appliquera à l'actuel président de la CENI. Nous ne sommes pas un ministère, nous sommes une institution constitutionnelle de la République qui a vocation à prendre des décisions de manière collégiale. Ce n'est pas un individu seul qui peut nous imposer sa décision. Donc si à l'issue des discussions, une large majorité s'est dégagée pour qu'on aille à gauche, nous irons à gauche. Personne ne peut se mettre sur la route parce que simplement il est le président. Lundi donc, Bakary Fofana va remettre son poste en jeu, même contre son gré. S'il a une chance de se maintenir, il va se présenter, sinon 18 commissaires le considèrent déjà comme ancien président de la CENI.
L'atelier de validation des études techniques finales du projet d'aménagement hydroélectrique de Fomi a pris fin ce jeudi à Conakry. Pendant 2 jours, les experts guinéens et chinois ont échangé et adopté le document d'études bancable pour la réalisation de ce barrage qui à terme produira 90 MW d'énergie. Idriss Sabari, Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Les premières études du barrage hydroélectrique à but multiple de Fomi ont été initiées en 1922 pendant la période coloniale. Près d'un siècle après, les experts guinéens viennent de valider le document des études techniques finales de ce projet. C'est la société chinoise Yellow River Engineering Consulting qui a réalisé cette étude. Et le document qui vient d'être validé par l'équipe guinéenne et qui a été produit par Yellow River est un document de très grande importance, tant plus qu'il débouche directement sur la négociation du contrat vers la phase de réalisation de ce projet dans les plus proches à venir. Outre la production de l'énergie électrique d'une puissance de 90 MW, la réalisation de ce projet permettra le développement d'autres secteurs socio-économiques, notamment l'agriculture et la pêche. Nous avons le développement de l'agriculture irriguée, qui jusqu'à présent fait défaut dans la zone du projet et qui va continuer jusqu'en dehors de la frontière guinéenne vers le Mali. Après cet aspect agricole, vous avez le développement de la pêche, qui est un élément. Nous avons escompté dans les études qu'on aura à produire 3500 tonnes de poissons par an. Et après ça, vous avez le développement de la navigation. Parce qu'avec la régularisation que le barrage va apporter dans le lit du fleuve, on pourra être à mesure de naviguer sur le fleuve Niger et ses affluents, principalement le Milo, pendant 8 mois dans l'année. Le directeur du projet d'aménagement hydroélectrique de Fomi, qui n'a pas donné le coût de la réalisation de cette infrastructure, précise que la construction du barrage pourrait démarrer entre septembre de cette année ou au plus tard janvier 2018, selon les études fournies par les experts. Et puis les femmes marieuses du port de Teminetaï éprouvent en ce mois saint de Ramadan des difficultés dans leurs activités sans assistance. Elles sont des vingtaines à se lever chaque matin pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. L'état du port laisse à désirer. Il est dans un état de délabrement assez poussé. Mohamed Valek Touré, Mohamed Aluseni Kamara ont fait un tour de ce côté. Suivez. En ce mois saint de Ramadan, la vente de poissons devient de plus en plus inquiétante pour ces femmes marieuses du port de Teminetaï. En plus de la rareté des poissons ces derniers temps, ces dames rencontrent beaucoup de difficultés accentuées par le manque d'accompagnement de la part des autorités. Parfois, la quantité de poissons qu'elles achètent avec les pêcheurs ne peut rester avec elles. Elles vivent au quotidien dans un environnement malsain. Quand il pleut, difficilement, elles s'en sortent. Nous, ici, nous achetons des poissons à des prix très chers. Quand une femme arrive, il faut avoir pitié d'elle. Sinon, ça ne pourra pas aller. Des fois, nous vendons des poissons sans aucun bénéfice. Ces femmes sortent de chez elles à l'aube pendant que d'autres dorment encore. Presque toutes des quadragénaires, ces femmes ont chacune des enfants qu'elles soutiennent sans aucune aide extérieure. Elles exercent cette activité et revendent les poissons aux nécessiteux. Nous qui pratiquons la pêche artisanale, nous souffrons alors que c'est nous qui ravitaillons la population en poissons. C'est nous qui fournissons les autres ports en poissons. Ce hangar, inauguré depuis 1994, est toujours dans un état de délabrement très poussé. Quand il pleut, beaucoup perdent leurs marchandises. Exposées, ces femmes interpellent les autorités guinéennes afin de leur venir en aide. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Nous sommes en manque de hangars, alors que c'est nous qui fournissons les autres de l'intérieur en poissons. Malgré sa richesse en produits halieutiques, la Guinée ne parvient pas encore à développer le secteur de la pêche. Elle est confrontée à de nombreux défis, notamment au manque de matériel, de lieux de conservation et de distribution des poissons. Un groupe de jeunes a fait un sit-in devant le ministère de la fonction publique. Ils demandent au département leur prise en charge, une revendication qui daterait de 12 mois. Les manifestants comptent aller jusqu'au bout. C'est un reportage de Djibril Ba rendu par Alfomar Baldi.
Ils sont 4806 agents concernés. Ils attendent leur prise en charge depuis la sortie d'une liste indiquant leur répartition dans les communes de la capitale et autres services de l'administration. Une fois le courrier a été au niveau du secrétariat général envoyé par ceux-là, ils ont retenu 7500. Dans les 7500, ils ont envoyé au niveau du secrétariat général. Ils ont trié pendant 3, 4, 6 mois. Ils ont reconnu la fonction publique, ils nous reconnaissent 5500. Donc parmi les 5500, ce pour moi, il dit qu'il a déjà fait la part des choses, c'est-à-dire ce qui est de nouveauté civile, le contrôle de l'authenticité du diplôme et de l'acte une première fois. Donc nous aussi, on avait dit qu'il n'y a pas de problème, mais dans ça, ils ont retenu 4806. Ces manifestants ont aussi déploré la lenteur administrative, car il y a de cela 12 ans que certains parmi eux patientent pour entrer en possession de leur salaire. Ils dénoncent également l'injustice dont ils sont victimes. Au moment où il est devenu ministre, il nous dit de lui donner le temps, il doit s'installer. Ok, nous sommes entièrement d'accord. Mais depuis le jour jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas en train d'engager. Elle n'a rien signé. Aucune réponse. On dit non, c'est fini. Non, le mois de juin ne va pas vous rater. Et nous sommes en plein carême. Ce collectif de jeunes non pris en charge à la fonction publique prévoit une série de protestations pour être, disent-ils, rétablis dans leurs droits. D'une manifestation à une autre, toujours à Kaloum. Cette fois-ci, elle concerne les travailleurs de la Sotragui. Après 4 mois sans salaire, ils ont décidé ce vendredi de monter au créneau en passant à la vitesse supérieure. Le palais Sékou Touré a été choisi ce matin par les grognons pour laisser éclater leur colère. Le récit à nouveau avec Djibril Ba et Alseni Kamara. Il y a quelques jours, ils ont brandi les mêmes pancartes pour réclamer leur salaire. Quadrillés par les forces de l'ordre, ces manifestants affirment qu'ils sont fatigués des promesses de leurs responsables hiérarchiques. Oui, depuis là, on ne travaille pas, il a fermé la chômage, et ça fait 4 mois sans salaire. Sékou Touré, dernier espoir, il ne croit plus au ministre de tutelle. On nous paye les 4 mois, il relançait la Sotragui parce qu'on n'est pas fait pour être chômage. Il faut se regarder la compatriotes. C'est la meilleure politique qui puisse faire de l'emploi. Aucun incident n'a été signalé sur les lieux. Les manifestants attendaient une délégation partie rencontrer la présidence pour débloquer la situation. Et dans l'après-midi de ce vendredi, une voiture 4x4 a heurté 2 autres véhicules sur l'autoroute Fidel Castro. Pas de blessés graves, mais les dégâts sont importants. Comme vous le voyez sur ces images, des voitures renversées sous le choc. Les 2 chauffeurs peinent à décrire la scène. Nous vous proposons d'écouter un témoin au micro de Mamadou Saliouba et de Yacouba Traoré. Je suis là, il est venu en tout pompe, il a tapé le mur. Le mur l'a renvoyé, maintenant il a renversé ce véhicule, maintenant il a tapé le Mercedes, il est tombé. Et voilà qui relance la question de la sécurité routière. Et c'est sur cet élément que prend fin cette grande édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV et passez une excellente soirée où que vous soyez. Au revoir.